Chers amis de le livre audio, bonsoir ou bonne journée. Ici, reprise des mémoires de Vidocq, ancien policier français qui fit des investigations spéciales et lutta contre la sociopathie, qui fut chef de la police de sûreté ici vers 1837. 2 jours avant qu'on effectuât, d'après mes indications, une descente chez Vidal, je me fis arrêter de nouveau. On me reconduisit dans la prison de Roanne, où arrivèrent le lendemain Vidal lui-même, Caffin, Neveu, Cadet Paul, Deschamps, et plusieurs autres qu'on avait pris du même coup de filet. Je restai d'abord sans communication avec eux parce que j'avais jugé convenable de me faire mettre au secret. Quand j'en sortis, au bout de quelques jours, pour être réuni aux autres prisonniers, je feignis une grande surprise de trouver là tout mon monde. Personne ne paraissait avoir la moindre idée du rôle que j'avais joué dans les arrestations. Neveu, seul, me regardait avec une espèce de défiance. Je lui en demandai la cause. Il m'avoua qu'à la manière dont on l'avait fouillé et interrogé, il ne pouvait s'empêcher de croire que j'étais le dénonciateur. Je jouai l'indignation, et, dans la crainte que cette opinion ne prît de la consistance, je réunis les prisonniers. Je leur fis part des soupçons de Neveu, en leur demandant s'ils me croyaient capable de vendre mes camarades. Tous répondirent négativement, et Neveu se vit contraint de me faire des excuses. Il était bien important pour moi que ces soupçons se dissipaient ainsi, car j'étais réservé à une mort certaine s'ils se fussent confirmés. On avait vu à Roanne plusieurs exemples de cette justice distributive que les détenus exerçaient entre eux. Un nommé Moissel, soupçonné d'avoir fait des révélations relativement à un vol de vases sacrés, avait été assommé dans les cours, sans qu'on pût jamais découvrir avec certitude quel était l'assassin. Plus récemment, un autre individu accusé d'une indiscrétion du même genre avait été trouvé un matin pendu avec un lien de paille au barreau d'une fenêtre. Les recherches n'avaient pas eu plus de succès. Sur ces entrefaites, M. Dubois me manda à son cabinet où, pour écarter tout soupçon, on me conduisit avec d'autres détenus, comme s'il se fût agi d'un interrogatoire. J'entrai le premier. Le commissaire général me dit qu'il venait d'arriver à Lyon plusieurs voleurs de Paris, forts adroits, et d'autant plus dangereux que, munis de papiers en règle, ils pouvaient attendre en toute sécurité l'occasion de faire quelques coups pour disparaître aussitôt après. C'était Jallier, dit Boubanec. Boutet, dit Cadet. Garard, Buchard. Molin, dit le Chapelier. Marquis, dit Main d'Or, et quelques autres moins fameux. Ces noms, sous lesquels ils me furent désignés, m'étaient alors tout à fait inconnus. Je le déclarai à M. Dubois, en ajoutant qu'il était possible qu'ils fussent faux. Il voulait me faire relâcher immédiatement, pour qu'en voyant ces individus dans quelque lieu public, je pusse m'assurer s'ils ne m'avaient jamais passé sous les yeux, mais je lui fis observer qu'une mise en liberté aussi brusque ne manquerait pas de me compromettre vis-à-vis des détenus, dans le cas où le bien du service exigerait qu'on m'écrouât de nouveau. La réflexion parut juste, et il fut convenu qu'on aviserait au moyen de me faire sortir le lendemain, sans inconvénient. Neveu, qui se trouvait parmi les détenus, extrait en même temps que moi pour subir l'interrogatoire, me succéda dans le cabinet du commissaire général.
Après quelques instants, je l'en vis sortir fort échauffé. Je lui demandai ce qu'il était advenu. Croirais-tu, me dit-il, que le curieux m'a demandé si je voulais macaronner des pègres de la Grande Vergne qui viennent d'arriver ici? S'il n'y a que moi pour les enflaquer, ils pourront bien décarrer de belles. Croirais-tu que le commissaire m'a demandé si je voulais faire découvrir des voleurs qui viennent d'arriver de Paris? S'il n'y a que moi pour les faire arrêter, ils sont bien sûrs de se sauver. Je ne te croyais pas si, Job, repris-je, songeant rapidement aux moyens de tirer parti de ces circonstances. J'ai promis de reconobrer tous les grinchisseurs et de les faire arque-pincer. Je ne te croyais pas si niais. Moi, j'ai promis de reconnaître tous les voleurs et de les faire arrêter. Comment, tu te ferais cuisinier? D'ailleurs, tu ne les connais pas. Comment tu te fais mouchard? D'ailleurs, tu ne les connais pas. Qu'importe, on me laissera fourmiller dans la vergne, et je trouverai bien moyen de me cavaler, tandis que tu seras encore avec le chat. Qu'importe, on me laissera courir la ville, et je trouverai bien moyen de m'évader, tandis que toi, tu resteras avec le geôlier. Neveu fut frappé de cette idée. Il témoignait un vif regret d'avoir repoussé les offres du commissaire général. Et comme je ne pouvais me passer de lui pour aller à la découverte, je le pressai fortement de revenir sur sa première décision. Il y consentit, et M. Dubois, que j'avais prévenu, nous fit conduire tous deux un soir à la porte du Grand Théâtre, puis au Célestin, où Neveu me signala tous nos hommes. Nous nous retirâmes, ensuite escortés par les agents de police qui nous serraient de fort près. Pour le succès de mon plan et pour ne pas me rendre suspect, il fallait pourtant faire une tentative qui confirmât au moins l'espoir que j'avais donné à mon compagnon. Je lui fis part de mon projet en passant rue Mercière. Nous entrâmes brusquement dans un passage dont je tirai la porte sur nous, et pendant que les agents couraient à l'autre issue, nous sortîmes tranquillement par où nous étions entrés. Lorsqu'ils revinrent, tout honteux de leur gaucherie, nous étions déjà loin. 2 jours après, Neveu, dont on n'avait plus besoin et qui ne pouvait plus me soupçonner, fut arrêté de nouveau. Pour moi, connaissant alors les voleurs qu'on voulait découvrir, je les signalai aux agents de police dans l'église de Saint-Nizier, où ils s'étaient réunis un dimanche dans l'espoir de faire quelques coups à la sortie du salut. Ne pouvant plus être utile à l'autorité, je quittai ensuite Lyon pour me rendre à Paris, où, grâce à M. Dubois, j'étais sûr d'arriver sans être inquiété. Je partis en diligence par la route de la Bourgogne. On ne voyageait alors que de jour. À Lucy-le-Bois, où j'avais couché comme tous les voyageurs, on m'oublia au moment du départ, et lorsque je m'éveillai, la voiture était partie depuis plus de 2 heures. J'espérais la rejoindre à la faveur des inégalités de la route, qui est très montueuse dans ces cantons. Mais en approchant Saint-Brice, je pus me convaincre qu'elle avait trop d'avance sur moi pour qu'il me fût possible de la rattraper. Je ralentis alors le pas. Un individu qui cheminait dans la même direction, me voyant tout en nage, me regarda avec attention et me demanda si je venais de Lucy-le-Bois. Je lui dis qu'effectivement j'en venais, et la conversation resta là. Cet homme s'arrêta à Saint-Brice, tandis que je poussais jusqu'à Auxerre. Excédé de fatigue, j'entrai dans une auberge où, après avoir dîné, je m'empressai de demander un lit. Je dormais depuis quelques heures lorsque je fus réveillé par un grand bruit qui se faisait à ma porte. On frappait à coups redoublés. Je me lève demi-habillé, j'ouvre et mes yeux encore troublés par le sommeil entrevoient des écharpes tricolores, des culottes jaunes et des parements rouges.
C'était le commissaire de police flanqué d'un maréchal des logis et de 2 gendarmes. À cet aspect, je ne suis pas maître d'une première émotion. Voyez comme il pâlit, dit-on à mes côtés. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Je lève les yeux, je reconnais l'homme qui m'avait parlé à Saint-Brice, mais rien ne m'expliquait encore le motif de cette subite invasion. Procédons méthodiquement, dit le commissaire. 5 pieds, 5 pouces. C'est bien ça. Cheveux blonds, sourcils et barbe. Idem. Front ordinaire, yeux gris, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage plein, teint coloré, assez forte corpulence. C'est lui, s'écrie le maréchal des logis, les 2 gendarmes et l'homme de Saint-Brice. Oui, c'est bien lui, dit à son tour le commissaire. Redingote bleue, culotte de casimir gris, gilet blanc, cravate noire. C'était à peu près mon costume. Eh bien, je ne l'avais pas dit, observe avec une satisfaction marquée l'officieux guide des sbires. C'est un des voleurs. Le signalement s'accordait parfaitement avec le mien. Pourtant, je n'avais rien volé, mais dans ma situation, je ne devais pas moins en concevoir des inquiétudes. Peut-être n'était-ce qu'une méprise, peut-être aussi l'assistance s'agitait, transportée de joie. Paix donc, s'écria le commissaire. Puis, tournant le feuillet, il continua. On le reconnaîtra facilement à son accent italien très prononcé. Il a de plus le pouce de la main droite fortement endommagé par un coup de feu. Je parlais devant eux. Je montrai ma main droite. Elle était en fort bon état. Tous les assistants se regardèrent. L'homme de Saint-Brice, surtout, parut singulièrement déconcerté. Pour moi, je me sentais débarrassé d'un poids énorme. Le commissaire que je questionnais à mon tour m'apprit que la nuit précédente, un vol considérable avait été commis à Saint-Brice. Un des individus soupçonnés d'y avoir participé portait des vêtements semblables aux miens, et il y avait identité de signalement. C'était à ce concours de circonstances, à cet étrange jeu du hasard, qu'était due la désagréable visite que je venais de recevoir. On me fit des excuses que j'accueillis de bonne grâce, fort heureux d'en être quitte à si bon marché. Toutefois, dans la crainte de quelque nouvelle catastrophe, je montai le soir même dans une patache qui me transporta à Paris, où je filai aussitôt sur Arras. Fin de la deuxième partie. À bientôt pour une suite et merci de soutenir les éditions Le Livre Audio.